Il est 9h moins le quart, Natacha Polony nous a rejoint. Bonjour Natacha et Jean-Luc Manot qui vous accompagne cette semaine. Vous avez décidé de croiser vos regards sur les écoles privées hors contrat. Pourquoi ? Parce que les sénateurs l'ont dans le viseur, ces écoles privées hors contrat. 65 000 élèves en moyenne, un peu 60 000 on va dire, sont concernés et fréquentent ces établissements. Et on craint dans ces établissements des dérives sectaire, puisque l'État n'intervient absolument pas dans ces établissements. Ça concerne 1300 établissements en France, ces établissements qui sont en plein boom, notamment pour les écoles confessionnelles musulmanes. Et il y a cette proposition donc des sénateurs fait référence à une école musulmane, l'association Al-Badr à Toulouse, dont la fermeture avait été demandée l'année dernière, fermeture qui n'a pas été respectée. Faut-il s'inquiéter donc de ces établissements hors contrat? En fait, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat, mais qui a ressurgi d'une façon nouvelle. C'est la question de l'existence de ces écoles hors contrat et les demandes de ceux qui les soutiennent, qui constituent un lobby, sont assez anciennes. L'idée, d'ailleurs, était soutenue, était mise en avant par les programmes des libéraux, comme Alain Madelin, par le programme du Front National pendant très longtemps, qui voulait exploser, en gros, détruire l'éducation nationale telle qu'elle existe pour mettre sur le même plan toutes les écoles hors contrat, sous contrat d'association avec l'État et l'éducation nationale. Privé, il faut bien expliquer ça. C'est parce qu'il y en a de deux sortes. Voilà, on explique bien. Le privé classique est un privé sous contrat d'association avec l'État, c'est-à-dire que en échange d'une aide de l'État, eh bien l'État a un contrôle et ces écoles doivent respecter le programme de l'éducation nationale. Les écoles hors contrat sont financées entièrement par les parents ou par des aides d'entreprises ou de fonds privés. Et l'État ne contrôle pas l'enseignement, ou en tout cas le fait à minima, c'est-à-dire vérifie qu'il n'y a quand même pas de délire absolu. Sauf que ce débat ressurgit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des écoles confessionnelles musulmanes, et que là, tout à coup, on commence à s'inquiéter. Et parallèlement, il y a une demande qui augmente, puisqu'il y a des parents qui trouvent que l'éducation nationale ne fonctionne pas, que même le privé sous contrat, qui respecte donc les programmes de l'éducation nationale, ne leur convient pas. Donc on a une demande qui explose, et au sein de cette demande qui explose, une petite partie, c'est que 4%, les écoles musulmanes, de ces écoles hors contrat. Donc c'est vraiment infime, mais ça fait peur. Et a-t-on raison d'avoir peur, Jean-Luc Manot ? Oui, en partie. Oui, en partie, parce que d'un côté, il y a deux genres d'écoles hors contrat. Vous avez celles qui sont dans l'innovation ou dans la transgression pédagogique, c'est-à-dire qui ont d'autres méthodes. C'est l'école Montessori, c'est des écoles comme ça, qui ont plutôt la cote, qui sont en général plutôt des écoles qui s'adressent à l'élite, parce que ça, il y en a quand même plus dans les beaux quartiers qu'il n'y en a dans les banlieues difficiles, mais enfin, qui ont des résultats honorables, avec des choses qui ont créé, qui ont inventé, etc. Bon, donc là, on est dans la liberté pédagogique, dans l'innovation pédagogique. On a une deuxième chose, c'est que au nom de cette liberté-là, on a le confessionnel. Encore une fois, pas tout le confessionnel. L'immense majorité de l'enseignement catholique, l'immense majorité de l'enseignement des écoles juives sont sous contrat et donc avec des enseignants payés par l'État et un contrôle. Le problème, c'est que ces écoles-là sont sans contrôle. Avec ce que disent les sénateurs, cette sénatrice qui est à l'initiative de la loi, disent finalement c'est plus simple en France d'ouvrir une école que d'ouvrir un bar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, n'importe qui peut ouvrir une école. On vient, on déclare en mairie et c'est bon. Et il n'y a pas d'autres règles. Et pour les fermer, c'est extrêmement compliqué, puisqu'il faut donner des preuves. C'est sur l'atteinte à l'ordre public. Et la plupart du temps, on le fait sur des raisons parallèles, c'est-à-dire les raisons d'hygiène, mais qui ne sont pas en vérité la vraie raison. Donc oui, il y a une difficulté. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, pour revenir à la question ? Oui, on doit s'inquiéter que le socle commun, qui est à la fois lire, écrire, s'exprimer correctement, compter, ne soit pas forcément à l'ordre du jour. Et puis deuxièmement, l'école de la République, l'école de la... je vais envie de dire pas de la République, l'école de la nation, c'est transmettre un certain nombre de choses, et notamment son histoire, son parcours, etc. Donc il n'y a pas de possibilité d'être dans un univers durablement qui
qui dit il y a des parties de programme que je fais pas parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de les faire. Enfin, en tout cas, c'est pas servir la nation. Oui, mais là, c'est pas une histoire de programme, en fait, c'est plutôt une histoire de religion. Oui, mais ça va avec. Oui, mais ça va avec. Puisque, en fait, la question, on peut très bien avoir une école confessionnelle, qu'elle soit musulmane ou catholique, mais qui respecte le minimum de ce qui doit construire une nation et une culture commune. Et puis, il y en a d'autres qui ne le font pas. Le problème, c'est que c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... On accepte quand c'est Montessori, quand c'est des écoles catholiques, voire des écoles catholiques intégristes, parce qu'il y en a, et ne pas accepter quand ce sont des écoles coraniques. Je veux dire, ça devient très compliqué. Or, l'État français a accepté l'existence de ces écoles parce que c'était la condition pour faire accepter à côté de ça le principe de l'éducation nationale. Il fallait laisser cette part de liberté. Si on supprime cette part de liberté, on la supprime à tout le monde. Mais en même temps, la seule façon... Tout simplement, je vais vous dire, c'est que l'éducation nationale fasse son travail. Parce que si les parents vont chercher ailleurs, c'est parce que l'éducation nationale est en crise et ne fonctionne pas. Et les parents musulmans sont comme les autres parents, ils n'ont pas d'autre vision du monde en moyenne, c'est-à-dire qu'ils veulent que leurs enfants réussissent. Donc si l'école garantit la réussite à leurs enfants, ils n'auront pas envie d'aller ailleurs, à part quelques-uns ultra idéologisés, et de toute façon ceux-là trouveront toujours un moyen d'aller trouver un endoctrinement où qu'il soit. L'école, c'est vrai que tout ça vient des difficultés de l'école de la nation, de l'école de l'école publique qui est en crise et qui parfois, bien qu'étant totalement sous contrat, a du mal à le respecter. Ça paraît évident. Mais en même temps, il y a dans la question des écoles musulmanes, il n'est pas possible qu'il y ait des parties du territoire où on le dit quand c'est l'école publique, où on a un projet qui est d'éviter de contourner les croisades ou la Shoah, parce que c'est l'histoire. On peut avoir des regards différents sur ces phases historiques. On ne peut pas dire qu'on les contourne. Il y a le rapport entre les garçons et les filles. Ça, c'est pas des questions qui sont, définitivement qu'on peut contourner. C'est des vraies questions. C'est des questions de comportement dans la société. Et donc, évidemment, c'est une vraie question. Et de ce point de vue-là, je trouve que le texte proposé par la sénatrice est plutôt raisonnable et elle donne aux maires le pouvoir de regarder, en tout cas d'intervenir, et le maire est souvent le mieux placé pour connaître les gens, y compris quand ce sont des oiseaux qui viennent proposer d'ouvrir une école. Merci beaucoup à vous deux. Adrien Borde nous a